Donc j'ai que ça, c'est l'historique comment dire des webinars, hein. Donc on a démarré depuis octobre 2018 sur AWS. Après on a fait la qualification d'installation versus d'instanciation. Et puis au fur et à mesure, ben on a élargi avec l'aspect AWS. Donc aujourd'hui c'est ce qui a changé par rapport à ce qu'on faisait en 2018. Ben maintenant, en fait, on parle un peu plus d'Azure, puisqu'en fait, on a un certain nombre de clients qui sont sur Azure. Voilà. Donc, on a parlé de sauvegarde et de restauration en janvier 2019. On a parlé de DevOps. Bon, on a fait de la gestion d'exigences aussi, hein, voilà. Et plus récemment, on a parlé d'agilité, de QMS sur l'agilité. Ça a intéressé beaucoup de monde. Voilà. Donc, je vais avancer. Donc aujourd'hui, quand on veut faire du cloud dans un environnement GXP, hein, et la question c'est pourquoi en fait on ne ferait pas de cloud dans un environnement GXP? En fait, il n'y en a pas, hein, ou peut-être la question de l'appréhension. Mais aujourd'hui, l'infrastructure cloud devient un prérequis à l'innovation digitale, que ça soit pour de la blockchain, que ça soit pour ce qu'on appelle les essais cliniques, avec toute initiative Real World Evidence, ou tout simplement déployer des ERP dans les différentes filiales, ou des LIMS, hein. Euh, D'un point de vue technique, on comprend bien qu'une infrastructure cloud est vraiment quelque chose de clé. Cela étant dit, quand on regarde bon, la méthodologie qui fait un peu référence, qui est les méthodologies de type GAMP, ben, il n'y a pas énormément de choses sur l'aspect cloud. Je crois que le document IT Infrastructure Control Compliance est en cours de révision pour justement l'adapter à ces infrastructures cloud, mais pour l'instant, ça reste encore une approche assez traditionnelle, assez papier, et cette approche papier, elle n'est plus forcément en ligne par rapport à la vitesse d'exécution qui est demandée dans les entreprises. Bon, évidemment, avec l'actualité Covid, les gens ont bien compris que avoir une infrastructure cloud pouvait rendre tout de même un très grand nombre de services, hein. Alors, ce qu'il est bon de rappeler et de comprendre, et de vraiment de garder à l'esprit, hein, euh, c'est deux zones de responsabilité, hein. Vous avez une responsabilité sur les services de base, dans lequel je dirais, pour faire très simple, c'est toute la partie vraiment hardware, voilà, physique. Et ça, ce sont vos différents fournisseurs d'infrastructures cloud. Alors AWS, bien sûr, hein, Azure, Cloud, Google Cloud Platform, bien entendu, mais éventuellement d'autres, hein, ça peut être OVH, d'autres. Voilà, ils sont vraiment responsables de vous fournir les machines physiques, le stockage physique, éventuellement les bases, le réseau, les notions de région, de domaine. Voilà. Mais une fois qu'ils vous ont donné, mettent à disposition ce service, vous êtes responsable de la configuration, des accès, de l'encryption des données, de la mise à jour. En fait, c'est vraiment toute la partie de logiciel haute. Donc, il ne faut pas penser que parce que c'est cloud, vous n'avez aucune responsabilité. Voilà. Hein, ça, c'est vraiment important, puisque c'est ça que c'est dans cet endroit-là, la plupart du temps, que les failles sont là. Si les ports de réseau sont ouverts, si les accès sont pas changés régulièrement, si les clés d'accès ne font pas l'objet de rotation,
si les données ne sont pas cryptées, etc., etc. Si les OS ne sont pas patchés pour les dernières versions par rapport à toute problématique de cybersécurité, évidemment, tout ça, ça pose réellement problème. Hein. Donc ça, c'est votre responsabilité et il ne faut pas attendre de vos fournisseurs qui vous aident là-dessus. Enfin, ils vont vous aider en vous fournissant des services qui vont vous faciliter ces tâches-là, mais par contre, ça reste quand même de votre responsabilité. Voilà. Donc, c'est le fameux modèle de responsabilité partagée, hein, où les fournisseurs ils sont responsables de l'accès aux services, typiquement les régions, les services de base de données, les services de machines virtuelles ou des services d'intelligence artificielle. Enfin bon, il y a une foultitude de services. Hein. Il y a des services sur l'IoT, il y a des services sur blockchain, il y a des services un petit peu sur tout. Hein. Mais alors, par contre, c'est bien à vous d'être responsable de la configuration, de gérer les données, de gérer le contenu, et évidemment l'applicatif et les configurations. Hein. Donc, en fait, comme c'est très vaste, on va voir que c'est extrêmement puissant, puisqu'en fait, tout se fait à partir de logiciels. Il faut absolument inventer une nouvelle manière de maîtriser cette infrastructure. Et la qualification d'infrastructure, ça n'est ni plus ni moins que maîtriser une infrastructure. Simplement, là, il y a un volume, une puissance de feu qui est tellement fabuleuse que c'est pas possible de le faire uniquement en mode traditionnel papier. Que vous ayez des Indiens ou pas des Indiens, ça ne change pas le problème. Ça n'est pas qu'une histoire de coût, c'est une histoire de changements potentiels tellement importants que humainement, c'est pas possible de contrôler tous les changements et c'est pas possible de maîtriser la conformité de l'infrastructure cloud avec une approche papier. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas qu'une histoire de coût, c'est que ben voilà, il y a trop de possibilités, donc voilà, vous pouvez pas le faire. Donc, il faut employer d'autres méthodes et ben, c'est ce qu'on propose de vous montrer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comment dire, les infrastructures cloud, alors, ou hybrides, hein, parce que c'est à la fois du pure cloud et de l'hybride, sont beaucoup utilisés pour des workloads et notamment des workloads SAP, voilà, ou des ERP. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez ici, on a des systèmes de, je vais remettre mon petit pointeur, voilà, Availability Zone 1, Availability Zone 2. En fait, ça permet de construire des architectures redondantes assez facilement. Voilà. Et donc, du coup, ça coûte, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place qu'un data center ou de louer un data center hébergé. Alors, sur les data centers hébergés, bon, je sais qu'il y a beaucoup il y a des prestataires hein, qui proposent ça. Bon, je trouve que le coût pour avoir des solutions redondantes, il est quand même beaucoup moins élevé avec des solutions de ce type-là. Et surtout, vous allez avoir des moyens de gestion de la conformité que les infogérants traditionnels n'ont pas. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc ici, ben voilà, on a des zones de disponibilité avec chacun un subnet, je dirais, particulier. On a la partie publique, on peut gérer les routeurs, donc tout ça, et les routes, les gateways, on peut mettre des VPN, on peut se connecter directement avec un data center, comment dire, local aussi. Bon. Donc en fait, une architecture cloud devient quand même rapidement assez, je dirais, sérieuse. Hein. Et donc, il va falloir gérer un petit peu la conformité de ces différents, différents blocs. Hein. Voilà. On va avoir des services assez classiques là, bon, sur AWS. Hein.
Ça peut être Amazon, enfin des S3, donc c'est le serveur de fichiers. Ça peut être des copies, des snapshots de bases de données. Alors, j'ai une petite question. Non, je n'ai plus de questions. Donc maintenant, à cette heure-là, oui, le problème a été résolu. D'accord. Hop. Donc, je termine mes questions. Hop. Voilà. Alors, CloudWatch, c'est intéressant parce que c'est tout ce qui est système de monitoring. Hein. Donc, pour tout ce qui est suivi, hein, parce que le monitoring d'une application, ça fait partie aussi des exigences réglementaires. Hein, comme le système, la mise en place de DRP, c'est aussi une exigence réglementaire. Donc, tout ça, ça va être plus facile de le faire avec dans une infrastructure cloud. Voilà. Alors, comment on met en place cette infrastructure? Aujourd'hui, vous avez, quand on commence, on démarre par ce qu'on appelle la console. Voilà. Donc, la console, c'est un service web sur lequel vous allez pouvoir tout simplement déclarer vos différentes ressources. Vous voyez ici EC2, c'est une machine virtuelle. Ça peut être aussi des containers, bien évidemment. Tout ce qui est stockage, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, vous avez le système le plus connu, c'est donc S3. Hein. Pour tout ce qui est archivage, c'est un peu du S3, mais ça coûte moins cher. On appelle ça Glacier. Hein. CloneFront, ça c'est pour faire des fronts sur des sites web qui sont à distance, hein, notamment. Voilà. Et puis, vous pouvez avoir des ressources de type lambda. Donc, lambda, c'est quelque chose qui est très intéressant. On a la même chose aussi chez Microsoft. Hein. Ce sont des fonctions qui s'exécutent dans le cloud, mais sans avoir de machine virtuelle à installer. Hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de machine. Ça s'installe, ça s'exécute directement dans le cloud. Et puis, vous avez des services qu'on a exposés dans nos précédents webinars. Donc CloudWatch, je viens d'en parler. CloudTrail, c'est en fait ce qui va permettre de gérer l'audit trail. Hein. Donc dès que vous allez faire une modification sur une ressource, ça va être tracé. Hein. Ça va être mis dans un serveur dans un système de fichiers S3 et vous allez tout avoir. Config, ça va vous permettre de gérer votre configuration, hein, et de tracer les configurations. On aura un petit exemple tout à l'heure. Voilà. Trusted Advisor, c'est ce qui va permettre bon, d'avoir une vision sur les performances, la sécurité, les coûts. Voilà, on avait déjà un petit peu parlé. Mais tout ça, ça reste des opérations manuelles. Voilà. Donc, le problème des opérations manuelles, c'est que c'est pas facile à déployer, ou en tout cas à reproduire. Hein. Donc, le lien avec la standardisation, il n'est pas toujours évident. Bon, à moins d'avoir des procédures, mais bon, c'est bien que les procédures, parfois il peut y avoir des écarts. Au niveau sécurité, souvent, bon, parce que c'est fait manuellement, bon, voilà, on a des petites failles. Et en termes de traçabilité, la traçabilité est là, hein, si à partir du moment où CloudTrail est activé, mais bon, c'est un peu moins évident, un peu moins immédiat pour savoir un petit peu comment les choses ont été réalisées. Voilà. Donc c'est un peu la limite de système de la console. C'est le côté déploiement, c'est le côté standardisation, et l'effet induit, c'est des faiblesses en termes de sécurité et de traçabilité. Voilà. Donc pour ça, c'était un peu dans le plan que vous avez visualisé tout à l'heure, hein, mais malheureusement j'avais pas le son. Donc dans le webinaire, on va voir deux choses, c'est les modèles et les packages. Donc on va commencer par les modèles et on va commencer par un petit sondage sur les modèles. Voilà.
Alors j'avais ce petit celui-là sur AWS, Azure ou GCP, si vous voulez bien répondre dans un premier temps. Voilà, si tout le monde pouvait voter, ça serait formidable. Allez, encore un petit effort pour mes votes. Allez, il me reste encore quelques personnes qui n'ont pas participé au sondage. Ça va bien faire un petit effort. Il m'en reste une ou deux. Allez, encore une dernière personne? Non. OK, donc je vais fermer le sondage et je vais le partager. Voilà, donc vous voyez que on a quand même, c'est drôle, comment dire, donc voilà, on a Amazon en tête, mais enfin on voit bien qu'Azure reprend du terrain, et puis il y a quand même pas mal de gens qui n'utilisent aucun des trois. Le sondage ne marche pas. Ah, pourtant, François, les autres personnes ont réussi à répondre. Bon, donc faut que tu regardes. Hein. Voilà, donc bon, j'espère que tout le monde a pu voir le sondage. Je vais donc le masquer et on va passer sur les modèles. Voilà. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, comment ça se passe lorsqu'on veut administrer, surtout lorsqu'on démarre, hein, bon, maintenant, et que ça doit être qualifié, hein, eh bien, on fait des spécifications, voilà, on fait une analyse de risque, on crée les ressources, hein, on fait le paramétrage et on fait ensuite, on a un administrateur cloud qui vérifie que tout ça, ça reste dans l'axe des spécifications. Que va permettre de faire le modèle? Le modèle, il va remplacer, si vous voulez, les spécifications. C'est-à-dire qu'à travers le modèle, alors les deux outils, hein, alors vous avez CloudFormation avec AWS et Templates avec Microsoft. Hein, c'est quand même assez. Alors les deux sont intéressants, c'est-à-dire que Microsoft, bon, on reprend bien la notion de modèle, et CloudFormation d'AWS dit, ben voilà, c'est la manière dont on va former le cloud. Hein. Donc en fait, il y a deux choses. C'est que le modèle, on va le décrire, et une fois qu'on aura décrit ce modèle-là, on va l'utiliser pour générer automatiquement l'ensemble des ressources. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez l'assurance que ce qui est spécifié va permettre de générer les ressources selon les spécifications. Et vous allez avoir un log de création du modèle qui va remplacer la QI traditionnelle. Alors, je devrais préciser les scripts de QI. Hein, puisque en fait, aujourd'hui, vous savez bien, quand vous faites une QI, il y a deux parties. Il y a le protocole de QI et il y a les scripts de QI. Dans le protocole de QI, vous décrivez la méthode pour vérifier l'installation. Aujourd'hui, rien ne vous empêche de dire dans le protocole de QI que, au lieu de fonctionner comme d'habitude avec juste des checks post, de dire, bah voilà, moi, mon objectif qui est de vérifier que c'est bien installé, bah, je vais utiliser des modèles. Voilà. Et par contre, ça, il faut le décrire dans le protocole. Voilà. Et puis, bah, votre script de test, bah, ils vont être remplacés en fait par le template, le modèle qui est dans CloudFormation et template. Hein. Donc aujourd'hui,
pour opérer ce changement, vous devez à la fois connaître l'aspect technique et ces possibilités-là, mais vous devrez également aussi faire évoluer vos protocoles pour décrire une manière différente de procéder. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Donc les modèles, c'est une solution pour standardiser les déploiements. C'est ça qu'il faut retenir. Hein. Normalement, et on sait bien que standardiser rime avec qualité. Il n'y a pas de mystère. Plus vous faites des choses spécifiques, plus vous avez des risques de non-qualité. Ça, c'est bien connu. Hein. C'est pour ça qu'on fait des procédures opératoires. Voilà, c'est pour essayer de répéter toujours à peu près le même carcan ou le même process. Hein. Quand on répète les choses, on a moins de risques d'erreurs et de défauts. Hein. Donc une des applications pour illustrer notre propos aujourd'hui, ça va être de dire voilà, comment on pourrait utiliser des modèles pour créer des environnements de test, de validation, de production. Hein. Là, on a une majorité importante de qualiticiens, donc bon, voilà, on a pris cet exemple-là, mais on pourrait tout à fait utiliser la notion de modèle pour être capable de déployer une infrastructure dans des zones de disponibilité ou dans des régions différentes pour déployer un ERP ou pour déployer un LIMS. Supposons que vous ayez à déployer un LIMS dans, je ne sais pas, X pays, voilà, eh bien vous allez avoir un modèle LIMS qui va vous permettre de déployer toutes les ressources nécessaires à l'installation de l'application LIMS dans les différentes régions disponibles via votre cloud. Voilà. Et l'avantage de faire ce modèle-là, c'est que votre QI, elle va être à la fois plus standard et plus robuste à partir du moment où votre modèle il sera parfaitement défini. Donc pour ça, hein, les deux éditeurs Microsoft Templates et CloudFormation pour AWS. Hein. Sauf erreur de ma part, ça n'existe pas encore sur GCP, mais bon, à mon avis, tôt ou tard, ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc l'idée c'est qualify once, use many times, c'est-à-dire qu'on va qualifier notre modèle, et une fois que notre modèle sera qualifié, eh bien, on va pouvoir l'utiliser à loisir. Et donc, on va pouvoir faire réaliser des QI de manière extrêmement rapide et beaucoup plus fiable. Donc, l'idée, c'est que on va avoir, donc là, on parle bien de modèle d'infrastructure. Hein, on est bien d'accord. Hein, dans l'exemple là, c'est un modèle d'infrastructure. Hein, on ne parle pas de corps modèle applicatif. Hein, c'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Donc là, on a un modèle qui va supporter les applications version 1, 2, 3. On peut l'utiliser, ce modèle, pour générer l'environnement de test. Très bien. Si l'environnement de test, on va en refaire un autre, et ben on va reprendre le même modèle et on va remettre l'environnement de test. Pareil, si l'environnement de test, on veut créer un environnement de validation et s'assurer que l'environnement de validation, il est vraiment proche, je dirais, de l'environnement de test, ben on va utiliser le même modèle. Par contre, on va changer quelques paramètres. Donc les paramètres, typiquement, c'est les tailles de machine. Donc on va mettre des tailles de machine légèrement supérieures en environnement de validation. Et en environnement de production, on va utiliser exactement le même modèle, mais avec une taille de machine encore plus élevée. Mais ça pourrait être autre chose. Ça peut être des adresses réseau différentes ou un réseau différent, etc., etc. Donc les modèles sont paramétrables. Voilà. Donc là, on va essayer de vous montrer concrètement comment ça se passe. Hein, avec un exemple de modèle réalisé sur AWS. Vous aurez également aussi un exemple de modèle réalisé sur Azure. Hein, avec une application PHP déployée sur Internet,
avec un groupe autoscaling pour élastique, load balancer, c'est pour faire du load balancing entre plusieurs machines. On va voir comment on peut déclarer ça. Hein. Et puis, bon voilà, des choses basiques, adresse publique. Alors, c'est vrai que quelque part, le modèle va permettre aussi de favoriser la transition entre les études et l'exploitation. Si l'exploitation veut régénérer, comment dire, une infrastructure ou mettre à jour une infrastructure, bon, bah, le rôle de l'étude, c'est de mettre au point le modèle. Et après, l'exploit utilise le modèle. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer là. Donc, je vais laisser la parole à Adam qui va vous commenter la vidéo hein, qu'il a réalisée. Oui. Alors bonjour à tous. Donc on va se retrouver sur la console AWS. On va tout de suite aller dans le service CloudFormation. Alors donc on va sur le service CloudFormation, on va tout de suite créer une pile. Donc une pile c'est une stack. C'est ce qui va se faire avec notre modèle, donc avec de nouvelles ressources. Donc là on a déjà notre modèle prêt, donc je vais charger mon fichier de modèle. Donc c'est le modèle qu'on a présenté dans la slide d'avant. Donc là j'ai l'affiché dans l'outil graphique d'AWS qui s'appelle Designer. Donc on peut voir que dans l'outil graphique, il y a deux parties. Une partie où il y a notre modèle sous format YAML, en bas, donc avec mon modèle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres. Et une partie graphique plus simple à comprendre. Donc on voit qu'on a notre Elastic Load Balancer qui va gérer notre auto-scaling group, qu'on a notre configuration de lancement, qu'on a notre nos deux réseaux avec nos deux zones de disponibilité, et qu'on a notre groupe de sécurité. Donc ce modèle graphique peut être téléchargé sous format PNG si jamais vous voulez, le montrer à d'autres collaborateurs, et ça vous facilite grandement la tâche lorsque vous créez votre modèle. Donc là, on va retourner à la création de la pile. Donc là, je vais faire suivant. Donc là, on peut voir que dans mon modèle, j'ai plusieurs paramètres. Donc j'ai les paramètres d'environnement, donc avec le développement, validation, production, qui va juste changer la taille des machines pour laisser le modèle simple. On a notre version d'application, donc j'ai que deux versions sur ce modèle-là. Et on a notre nombre minimum d'instances dans notre groupe auto-scaling group. Donc c'est-à-dire que si je veux par exemple qu'une instance minimum dans mon auto-scaling group, et j'en veux deux maximum, la base c'est de mettre deux fois plus d'instances maximum que de minimum. Donc là on va mettre le nom de la pile, donc stack dev version 1, parce que je suis dans l'environnement de développement avec la version 1 de mon application. Je vais laisser tous les paramètres par défaut. Là on a un petit outil de vérification, on peut vérifier nos paramètres. Donc je vais créer ma pile. Donc là on peut directement voir qu'on va avoir un log d'événements. Donc un log de création de nos ressources qui sont dans ce modèle. Donc Donc là, là, c'est on en voit que, création, hein, comme ça apparaît en bleu. Hein. et on va arriver à la fin de la création. Donc la création, la création de la pile a pris à peu près 3 minutes. Donc on peut voir que dans notre log, on a create in progress, donc quand il commence à le créer, avec l'heure, et create complete, donc une fois qu'il l'a créé, dans nos événements. On a aussi dans notre modèle, on a les ressources associées, et on peut mettre un point de sortie. Et là, dans mon point de sortie, j'ai mis le nom de mon nom de domaine, avec mon application, qui est une application Hello World, très simple. Donc elle a bien été déployée. Donc là, on peut retourner voir nos paramètres. Là, on a une petite information sur la pile. Donc je vais aller sur le service EC2 pour montrer que mon groupe autoscaling a bien été créé avec les paramètres spécifiés. Donc mon groupe autoscaling qui a pris le nom de ma pile. Donc on voit bien que la capacité souhaitée est de 1, que le minimum d'instance est de 1 et que le maximum est de 2. Que c'est bien un Elastic Load Balancer dans type de vérification de l'état. Et que si je vais dans mes instances, c'est une instance d'une certaine taille, donc d'une petite taille, qui va être une taille T2 micro. Voilà. Et donc là, je vais retourner sur ma pile et je vais mettre à jour ma pile. C'est-à-dire que je vais passer d'un environnement de développement à un environnement de validation. Donc dans mon modèle, tout ce que ça a changé, c'est la taille des instances qui sont dans mon groupe autoscaling. Donc on va passer d'une taille d'instance toute petite, donc T2 micro, à une taille d'instance un peu plus grosse, T2 small. Donc là, j'ai changé l'environnement.
je laisse tous les paramètres par défaut. Là, on peut encore vérifier une fois que je suis bien passé dans l'environnement de validation. Et là, je vais mettre à jour ma pile. Donc là, on voit que la mise à jour est en cours. Je vais encore faire une fois un petit cut à la vidéo pour aller à la fin de la mise à jour. Donc là, la mise à jour est complète. Et on peut voir dans les logs que avant de supprimer les anciennes ressources, ça va créer d'abord les nouvelles ressources. Et une fois que ces ressources sont créées, ça va supprimer les anciennes ressources. C'est pour bien montrer que si jamais dans la création des nouvelles ressources il y a un problème, ça va rollback et vous allez directement retrouver vos anciennes ressources. Donc là, on va vérifier que notre instance, notre taille d'instance a bien changé. Donc je vais retourner dans mon autoscaling group. Voilà. Donc pareil, l'autoscaling group a les mêmes paramètres qu'avant. Là, je vais dans mes instances. Et on voit bien que la taille de ma machine a changé. Elle est passée en T2 small, donc une taille un peu plus importante. Pour cet exemple, j'ai seulement changé la taille de ma machine. On peut imaginer par exemple que j'aurais pu changer le paramètre de mon groupe de sécurité. Donc par exemple, j'autorise la connexion à mon application en environnement de test et de validation qu'à mon service, et qu'en environnement de production, je l'autorise à toute personne. OK. Donc là, ce qu'il a montré, hein, quelque chose qui est assez puissant quand même, hein, c'est que avec AWS, c'est qu'on est capable de changer la puissance de la machine en dynamique, hein, sans affecter les données. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'en fait, les installations, vous voyez, ça se fait par un modèle, par du paramétrage, et quelque part, c'est dans ce modèle qu'on a la procédure d'installation. Donc aujourd'hui, souvent, le souci que l'on a et que l'on rencontre, c'est d'avoir les procédures d'installation. Parce que c'est pénible de dire qu'il faut cliquer par là, ceci, cela. Donc en fait, le mieux, en fait, c'est d'avoir des modèles, de contrôler ces modèles et d'utiliser ces modèles. Voilà. Donc les modèles, il est possible euh, comment dire, de les archiver et de les joindre en annexe, comment dire, au protocole. Voilà. Donc là, c'était l'exemple sur AWS. Donc maintenant, on va faire quelque chose. La question qui se pose, puisque vous avez vu que dans les utilisateurs, hein, c'était quand même relativement équilibré, moitié-moitié à peu près, hein, AWS, Azure. Donc là, on va demander à Adrien de nous montrer un petit peu l'optique chez Microsoft. Voilà, avec une approche, une architecture peut-être un peu différente. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter comment est-ce qu'on les modèles se présentent sur Azure. Donc tout se fait à partir du service template. Donc template, c'est ici que je vais pouvoir déclarer tous mes modèles. Donc, on peut voir ici que j'ai déjà créé mes 3 modèles pour l'environnement de test, de production et de validation et de production. Donc comment ça se présente si je clique sur un des modèles? On voit que c'est l'architecture est créée avec du JSON. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve des paramètres, des variables et surtout les ressources, donc ce qu'on va créer dans notre architecture. Donc globalement, les trois environnements, ils ont à peu près le même JSON. Il y a très peu de choses qui varient. Comme l'exemple précédent, ça sera la taille des machines qui sera différente. La vidéo, c'est freeze pour moi. Ok, Pardon. ouais, c'est bon. Donc voilà, normalement je vais passer sur la validation et la production aussi pour vous faire voir que c'est similaire. Ah.
Attends, voilà, j'y touche plus. Ok. Voilà, donc production, vous voyez, c'est le même principe et validation aussi. Donc maintenant que j'ai créé mes modèles, je vais en déployer un pour vous montrer comment ça se présente. Donc on appuie juste en haut sur Deploy. Et donc là, on va avoir pas mal de choses à spécifier, notamment l'abonnement dans lequel est-ce qu'on va déployer notre modèle. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Et aussi le groupe de ressources. Donc il faut savoir que j'ai créé 3 groupes de ressources du coup, chacun définissant un environnement spécifique, donc un pour le test, un pour la validation et un pour la prod. Et dès qu'on va déployer notre modèle, ça va directement créer les ressources dans notre groupe de ressources ciblé. Donc là, vu que je veux faire pour l'environnement de test, je vais utiliser mon groupe de ressources environnement de test. Là, on peut spécifier le nom des machines virtuelles, les IP, etc. Bon, ça, c'est du paramétrage. Et ensuite, on accepte les conditions et on déploie notre infrastructure. Une fois qu'elle est déployée, on va la retrouver directement dans nos groupes de ressources. Donc, par exemple, pour l'environnement de test, voilà, on retrouve tout ce qu'on a créé. Donc on retrouve par exemple la machine virtuelle avec le nom qu'on lui a associé, donc VM environnement de test. On trouve aussi le disque associé à cette VM, l'espace de stockage, le groupe de sécurité. Bon, voilà, c'est plein de choses qu'on a créées pendant l'infrastructure. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Une autre chose, du coup, quand je vais sur, par exemple, l'environnement de test, je vais retourner, voilà. Si je clique sur la machine virtuelle qui concerne l'environnement de test, comme ceci, je vais pouvoir voir que j'ai une taille du coup de standard B1LS. Donc, standard B1LS, c'est l'équivalent du T2 Micro sur Azure, c'est la taille d'instance la plus petite. Et on va voir que pour validation, moi j'en ai une différente. J'en ai une un peu plus grande, du standard B1S, donc un peu plus, un stockage, enfin une taille d'instance un peu plus grande. Et pour la production, de même, ça sera une taille plus grande. Donc comment est-ce que j'ai paramétré ça? Bah, c'est très simple. Dans le service templates, dans le JSON que j'ai généré, si je fais une recherche dans mon JSON, il y a une ligne VM size qu'il faut préciser. Donc par exemple, pour l'environnement de test, j'ai juste précisé que c'était une taille standard B1LS. Et une fois que je l'ai précisé une fois, dès que je voudrais redéployer mon modèle, ça prendra automatiquement cette taille. Donc c'est vraiment très puissant comme outil parce que ça permet vraiment de standardiser très facilement et d'automatiser à chaque fois qu'on veut redéployer notre modèle. Voilà. Donc bon, clairement, hein, je ne sais pas si on va revenir un petit peu sur le début. Tu étais à la fin là, je pense, oui. Ouais, il me semble. Oui, c'est bon, c'est la fin. Donc le service de modèle est un peu moins, enfin voilà, est plus récent hein, sur AWS. Hein, je vous repasse la vidéo, là vous allez voir. Bon, vous voyez, c'est un service qui est récent. Vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous avez fait attention. Voilà, mais ouais, ici c'est ADN Preview, hein, donc on est un peu en preview. Donc c'est un service qui est un peu récent. Ils essayent de rattraper un peu le retard sur AWS, mais bon, c'est juste une histoire de temps. Hein, ça. Voilà. Bon, de toute façon, notre objectif, nous, n'est pas de dire, enfin voilà, c'est AWS qui est mieux qu'Azure ou réciproquement. L'objectif ici, c'est de vous aider à voir un peu le changement de paradigme qui est en train de s'opérer dans ces environnements cloud et de vous faire entrevoir les manières dont ça va faire évoluer également la façon de qualifier les installations. Voilà. Alors ensuite, nous allons voir les règles. Hein. Alors les règles, ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Hein. C'est ce qui va permettre de faire, d'évaluer la conformité de l'infrastructure en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, votre conformité elle va être évaluée
et il va vous indiquer si votre ressource elle est conforme ou pas conforme selon un référentiel qui va être ce référentiel de règles. On en a parlé à plusieurs reprises. Hein. Jusqu'à présent, on avait vu ça sous forme de règles individuelles. Là, on va vous montrer qu'il est possible en fait de rassembler tout un ensemble de règles pour faciliter la gestion de cette conformité. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les packages de conformité. Donc, je vais lancer mon petit sondage également là-dessus. Alors, j'avais déjà oublié, là, je vais rattraper. Je vais lancer le sondage sur les modèles qu'on vient de voir. Est-ce que, si vous voulez bien voter les uns et les autres? D'accord. Donc, les modèles, c'est formidable. Vous avez appris, il y a une majorité de gens qui ont appris des choses. Eh ben, c'est l'objectif de ces webinars. OK. Donc, je vais partager. Hein, vous voyez, on a une grosse majorité de gens qui... et François, je ne sais pas, François, pourquoi le sondage ne marche pas pour toi. Ça marche pour l'ensemble des autres. OK. Et donc, on va maintenant passer à l'autre. Ça va être sur les packages maintenant. Voilà. Si vous voulez bien répondre au sondage. Voilà. Si tout le monde veut bien répondre au sondage pour que on puisse... ça donne plus de pertinence aux résultats. Hein. Plus l'échantillon sera long, mieux ça sera, enfin important. OK. Alors, je vais le fermer et je vais partager les résultats. Voilà, donc là, les packages, voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus nouveau. Hein. Enfin, on a quand même quelques connaisseurs hein, dans les participants, puisqu'il y a quand même il y a au moins une personne qui a répondu qu'elle connaissait. Voilà. C'est formidable, personne ne connaît les packages sur Azure, donc Ouais. ça, on va pouvoir instruire. D'accord. Alors, donc les packages, c'est fait pour utiliser des règles déjà existantes ou créer ses propres règles, comme son nom l'indique. Hein. Ça permet tout simplement de rassembler, de faire un package de règles. Hein. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Si vous voulez déployer des règles sur telle ou telle région, vous mettez votre package et puis c'est sur ce package en tant qu'analyticien de dire voilà, moi je vais être sûr que mon package de règles de conformité, il est bien implémenté sur ce compte-là. Ça pourrait être la même chose aussi hein, pour des audits fournisseurs ou certains fournisseurs en disant voilà, moi pour assurer, est-ce que vous utilisez les packages? Voilà. Si la personne vous dit j'utilise pas les packages, ça vous met la puce à l'oreille. La deuxième question, est-ce que c'est les règles de conformité continue? S'il répond toujours non, bon, écoutez, à ce moment-là, il y a probablement un peu de travail à faire avec eux. Voilà, donc on va faire une petite démo, cette fois-ci on va démarrer avec Azure. Voilà, et je vais laisser la parole à Adrien. Très bien, merci Philippe. Du coup, le service qui permet de faire des packages sur Azure, il s'intitule Blueprints. Donc là, comme vous voyez, on a plusieurs parties dans Blueprints. On voit qu'on a une première partie avec Blueprint définition. Donc c'est là où on va voir tous les packages qu'on a pu déclarer. Donc là, vous voyez que j'ai déjà un package que j'ai nommé 21 CFR part 11. C'est pas par hasard parce que comme vous pouvez voir, on retrouve certaines règles à l'intérieur, comme par exemple le MFA ou aussi le fait qu'on devrait déployer
enfin, on devrait mettre du backup sur nos machines virtuelles, etc. Donc toutes ces règles en fait on peut instaurer enfin on peut les ajouter dans le package. Et c'est ce que je vais vous faire voir en éditant le package. Si on va dans les artefacts, on voit qu'on a plusieurs possibilités. Donc dans un premier temps, on peut modifier les règles qui sont déjà existantes. Donc on peut les éditer ou les enlever. Et on peut aussi en ajouter de nouvelles. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une règle, ce qui s'appelle policy sur Azure. Vous voyez, il y en a quand même pas mal déjà, des règles qu'on peut rajouter. Moi, je vais en choisir une en particulier concernant l'IP forwarding. Voilà, comme ceci. Donc je vais l'ajouter dans mon package. Et donc dès qu'on ajoute une règle, on va sauvegarder notre package. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Azure, il y a une possibilité de versionner notre package. Là, ça prend un peu de temps à sauvegarder. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, on est dans les artefacts, mais juste à droite, on peut aller aussi dans les published versions. Donc c'est là où on va trouver en fait toutes les versions. À chaque fois qu'on a fait une modification sur notre package, on peut le versionner et décrire ce qu'on a fait comme changement. Donc là, c'est ce que je vais faire, sachant que j'ai rajouté une nouvelle règle. Je vais juste cliquer sur mon package et faire Publish. Et donc je vais lui donner une nouvelle version. Là, on était à la version 5.0. Donc maintenant, je vais lui donner la version 6.0 et je vais décrire ce que j'ai fait. Donc là, j'ai rajouté une règle concernant l'IP. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fait mon changement, je peux désormais déployer mon package pour que il prenne, il serve à quelque chose entre guillemets, qui soit utile dans notre abonnement Azure. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer dessus et donc je vais assigner le package comme ceci. Voilà. Donc là, il faut préciser un nom, la région dans laquelle on veut déployer notre package. Et ensuite, on a un récapitulatif de tout ce que va faire toutes les règles qu'on va avoir dedans. Voilà, je vais juste modifier le nom, voilà, comme ceci. Et juste en dessous, voilà, on a toutes les règles détaillées de ce qu'on va déployer. Et donc, je vais assigner. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, quelques secondes. Donc là, on voit qu'on est en train de créer le package. Et si je réactualise la page, dans ma partie Assigned Blueprints, on voit que j'ai bien mon nouveau package qui a été créé, la version 6.0. Donc maintenant, comment est-ce qu'on voit que nos règles servent à quelque chose, entre guillemets? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un service qui s'appelle Policy, et je vais aller dans Compliance. Et donc là, en fait, on va retrouver toute la liste des règles qui sont compliant ou pas. Donc là, on va retrouver par exemple la règle qu'on vient d'ajouter dans notre package concernant l'IP forwarding. On voit que 8 sur 8 des instances dans notre infrastructure, c'est compliant. Là, je voulais mettre en avant qu'on pouvait classifier, enfin trier selon l'état de compliance. Voilà, donc si par exemple je vais sur le backup des machines virtuelles, on voit que les trois machines virtuelles que j'avais créées dans l'exemple précédent, elles sont non compliant parce qu'il n'y a pas le backup d'activer dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une des trois machines virtuelles. Donc par exemple, la machine virtuelle concernant l'environnement de production. Je vais aller sur la catégorie backup et je vois effectivement que c'est pas encore activé. Donc je vais l'activer. Donc là, ça prend un peu de temps, donc j'ai coupé la vidéo et on va se retrouver directement au moment où le backup a été instauré sur la VM. Et là, on voit que dans notre barre de progression, on a bien une des machines virtuelles sur 3 qui est compliant. C'est pour ça que la machine virtuelle de production n'est plus dans la liste des non compliant. Donc on a vraiment moyen de suivre l'avancement de
enfin de voir si nos ressources sont compliant ou pas en fonction des règles qu'on a déployées dans notre package. Ça met surtout en avant que si vous voulez, pour accéder, enfin qu'aujourd'hui, pour gérer la compliance sur une infrastructure cloud, il faut mettre en place des règles. Voilà, s'il y a un truc à retenir aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les règles, c'est vraiment la clé de la compliance du cloud. Et tous les éditeurs proposent ça. Donc, si vous voulez maîtriser votre infrastructure, il faut passer par cette mise en place de règles et ensuite son exploitation. Okay. Alors, je ne sais pas si c'est la fin de la vidéo là. Oui, c'est la fin de la vidéo. Bon, une grosse majorité de participants qui ont des profils qualité, hein. Donc ils savent très bien que dans la compliance, le plus important, c'est quoi? C'est la remédiation. Voilà. Et c'est ce qu'on vient de montrer là. Parce qu'en fait, c'est jamais compliant. C'est jamais totalement compliant. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Toujours, 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 toujours. Donc, soit la remédiation, bah, vous la faites manuellement. C'est ce que vient de faire, ce que vient de nous montrer, comment dire, Adrien. Mais de plus en plus, vous allez voir que cette remédiation, on va être capable de la faire de manière automatique. Mais en tout cas, encore une fois, et je me répète d'une manière un peu insistante, hein, toute cette mécanique-là, toute cette puissance-là, vous ne pourrez l'avoir que si vous mettez des règles en amont. Voilà. Et ces règles en amont, bah, soit les règles, vous les mettez de manière individuelle, soit vous les mettez à travers des packages. Et donc, les deux fournisseurs majeurs proposent ces fonctionnalités-là. Voilà. Alors, je vais essayer d'avancer. Et donc, nous allons maintenant avoir l'exemple avec AWS. Donc, dans ce package, il va surveiller deux choses. Hein, si l'écriture publique est activée et si la journalisation est activée. Mais il y a une petite subtilité, vous voyez ici, c'est-à-dire sans remédiation ou avec remédiation automatique. Voilà. Donc, on va créer un compartiment S3, donc c'est un système de fichiers pour stocker les rapports du package. Hein. Il va vous montrer un petit peu comment on crée ça. Et vous allez voir que là, on passe à un stade au supérieur qui est la remédiation automatique. Non seulement je mets en place des règles, il monitore, il se rend compte que c'est pas compliant. Ah, ok, c'est pas compliant. Ok, je sais ce que j'ai à faire pour rendre compliant. Voilà, je vais te laisser la parole, Adrien. Je vais juste enlever. Voilà, à toi. Alors du coup, là, Attends, pardon. oui. Du coup, là, je montre juste que j'ai créé mes trois ressources de mes états préliminaires. Donc, un bucket. Donc, un bucket, c'est un compartiment S3 qui va me permettre de stocker les rapports de mon package. Tu peux expliquer pour tout le monde ce que c'est qu'un compartiment S3 parce que... Un compartiment S3, c'est quelque chose qui va servir à stocker des fichiers. Donc, à stocker des fichiers texte, à stocker des fichiers images, stocker des vidéos. Donc là, dans mon compartiment S3 de rapport de package, ça va stocker les rapports dans mon package. Et je vais créer un autre compartiment qui va me servir à stocker mes logs de ma remédiation automatique. J'avais aussi créé un rôle qui va me permettre de remédier automatiquement, mon système de login. Donc là, c'est un peu moins user-friendly que sur Azure. Donc c'est avec un fichier YAML qu'on va pouvoir créer notre package de conformité. Donc on voit que j'ai mis un paramètre sur ce fichier YAML. Qui est mon compartiment S3 de login, et que j'ai mis deux règles. Donc une règle sur l'écriture, une règle sur le login, plus la remédiation de ma règle sur mon login.
Donc là, je vais mettre un nom à mon pack de conformité. Donc pack S3 basique, je crois de mémoire. Ouais. Et là, je vais sélectionner le compartiment S3 que j'ai créé préalablement. Donc qui va me servir à stocker mes rapports de mon package. Et là, je vais ajouter un paramètre, donc le paramètre que j'ai dans mon fichier ML, qui est mon compartiment où je vais stocker mes logs. Donc là, je vais mettre la clé et je vais mettre la valeur, donc c'est le compartiment qu'on a créé tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est pas comme sur Azure où c'est du drag and drop. Là, c'est un peu plus compliqué, enfin un peu moins user-friendly. Donc là, on voit que on peut vérifier ce qu'on a spécifié et que là, mon package va être déployé. Donc là, le déploiement est en cours, ça va prendre un peu de temps. Généralement, ça prend entre 10 et 30 secondes. Donc là, mon package est déployé. Comme vous voyez, le déploiement est terminé. Donc là, quand le déploiement est activé, en fait, il va prendre les règles une par une et il va d'abord faire une première vérification sur chacune de ces règles. Donc c'est pour ça que là, comme j'ai cliqué très vite, il n'y a que la première règle qui s'est affichée. Là, si je réactualise, je vais avoir les deux règles. Donc on va voir que dans mes deux règles, les deux sont conformes et que dans la deuxième règle, donc celle qui va surveiller si les logs sont activés, il y a une action de remédiation. Donc là, tout est conforme. Je vais cliquer sur cette règle-là. Donc là, on peut voir les ressources qui sont concernés. Donc c'est tous mes compartiments S3 qui sont dans la région Singapour. Et là, on va créer un nouveau compartiment S3 dans lequel on va pas activer les logs. Donc là, je lui donne un petit nom. Je fais bien attention de le mettre à Singapour, dans la région de Singapour. Donc, il faut savoir que S3, hein, c'est vraiment le best-seller, hein, des ressources AWS. Hein. C'est l'espace de stockage. Donc, il y a tout le temps des problèmes de conformité sur les S3. Donc là, j'ai accédé aux informations de mon compartiment pour bien montrer que les logs ne sont pas activés. Donc évidemment, mon compartiment est vide car je n'ai rien mis dedans. Donc là, les logs sont bien désactivés. Donc là, je vais revenir à mon service et je vais faire un petit cut sur la vidéo. Donc là, on voit que la première vérification s'est faite à 10h19. Donc je vais faire un petit cut à mes vidéos, on va revenir à la deuxième Voilà, donc là, il dit non conforme. Hein. non conforme. Donc le pack est non conforme parce qu'il y a une règle à l'intérieur qui est non conforme. Donc là, je vais retourner sur ma règle. On va retourner voir les ressources concernées. Et donc là, le bucket qu'on a créé est bien non conforme. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va remédier automatiquement à cela. Et donc là, je suis revenu au prochain check. Donc 3 minutes plus tard, à 10h25. Et on voit que ma ressource est passée conforme. Et moi, j'ai vraiment eu rien à faire. Ça s'est fait automatiquement. Et donc on peut voir une chronologie de conformité dans ma ressource. Donc là, si je reviens à l'ancienne console, parce qu'en ce moment, il y a deux versions de console sur AWS. Il faut revenir à l'ancienne version pour avoir la chronologie de conformité. Donc on voit qu'à la création, elle était conforme parce que à chaque création, les ressources sont considérées comme conformes. Puis au premier check, elles avaient passé à non conforme. Qu'il y a une action de remédiation et qu'elle est redevenue conforme. Et que si j'actualise ma page sur S3, on voit bien que les logs ont été activés.
Voilà. Ok, super. Alors, on va revenir ici, là. Hein. Attends, je vais essayer de voir un petit peu si j'y arrive. Pour l'arrêter, voilà. C'est le plus intéressant, c'est de cette chronologie là que l'on a avec voilà, la chronologie de conformité. Hein. Ça, c'est vraiment, je trouve, super. Parce que, bon, voilà, en termes d'audit, vous pouvez suivre ce qui se passe. Hein. On peut cliquer sur modification événement pour savoir ce qui s'est passé. On peut, enfin, voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Ici, on peut voir les règles qui ont été attribuées. On a la chronologie de configuration, mais là, c'est plutôt. Et puis, bon, c'est visuel. Quoi, hein. Donc là, encore une fois, ça renforce le message. Pour être capable de faire ça, il faut que je mette en place des règles. Hein. Et donc, si vous mettez un ensemble de règles, il faut des packages. Voilà, voilà. Alors tout ça, ça évolue. Hein. Bon, chaque fournisseur a un petit peu sa manière de faire. Je ne sais pas si ces règles-là, enfin ce visuel, on l'a sur Azure, mais bon, on doit avoir peut-être quelque chose de similaire. Enfin, en tout cas, on a vu que sur l'aspect compliance, il y avait également, voilà, il y avait également aussi des choses intéressantes. Voilà. On va avancer là-dessus, je pense. Voilà. Et dans tout ça, et ADN dans tout ça, qu'est-ce qu'on vous apporte? Hein. Alors, on peut, évidemment, ce qu'on vous a montré là, c'est une introduction. Hein. On est capable de faire des choses encore plus évoluées, hein, beaucoup plus évoluées. Mais bon, vous avez, je pense, perçu que là, on est dans un exercice d'évangélisation, hein, pour que, je dirais, nos clients et l'écosystème d'une manière générale perçoivent que il est possible de relever ce challenge de la conformité cloud, de l'infrastructure cloud, d'une manière efficace et d'une manière assez rapide. Hein. Donc nous, on a, je dirais, deux grands volets. Hein. Un volet qui est plutôt conseil et dans lequel on va vous aider à voir un peu la stratégie de Compliance Cloud avec bon, le cadrage de vos projets cloud. Et il y en a partout. Hein. Il y a des initiatives d'innovation dans tous les sens. Okay. Sur les audits fournisseurs aussi, hein, notamment les fournisseurs SaaS pour vous aider à voir un peu plus clair. Okay. Et puis, il y a un volet mise en œuvre opérationnelle sur de l'information sur les différents sujets qu'on expose à travers nos webinars, de suivi de la conformité continue et un service associé à la qualification de l'infrastructure cloud. Voilà, alors j'ai une question. Alors, j'ai une question. Est-ce que ces prestataires comme AWS ou Azure ont maintenant intégré les exigences réglementaires pharmaceutiques? Comment sont-ils prêts à répondre, par exemple, au chapitre 3 de l'annexe 11 sur la gestion des fournisseurs et des prestataires, contrat, audit fournisseur, partage documents, suivi d'incidents, de change sur l'infrastructure? Est-ce que l'on peut avoir des contacts avec les responsables qualité des zones concernées? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, ils intègrent de plus en plus ces éléments-là. Il faut bien revenir au schéma de tout à l'heure avec le modèle de responsabilité partagée. C'est-à-dire qu'il y a la responsabilité partagée, je dirais, pour leur socle, hein, puis après, il y a votre partie. Donc, pour leur socle, oui, il y a des contrats. Oui, c'est surtout, je dirais, des SLA. Hein. Pour les audits, il y a un service qui s'appelle Artefact, et puis il y a un autre nom pour Microsoft, sur lequel ils fournissent les rapports d'audit tiers. Hein.
Pour tout ce qui est suivi d'incidents, de change, etc., bah là, c'est via la console. Vous avez accès, je dirais, comment dire, à vos propres incidents je dirais, de support. Et sur les leurs, je pense qu'il y a des pages web, mais bon, ça reste assez succinct, hein. Vous ne pourrez pas rentrer dans le détail de tous les incidents, hein. Ça, c'est uniquement, je dirais, à travers les rapports d'audit tiers. Voilà. Les responsables qualité, bon, c'est toujours un peu, bon, c'est toujours un petit peu délicat. Bon, il faut voir avec votre commercial, voilà, ce qu'il est possible ou ce qu'il souhaite ou ce qu'il est capable de vous proposer. Bon, maintenant, je dirais que si vous mettez en œuvre tous ces services-là, votre risque, il est quand même vraiment diminué, quoi. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire, hein. Donc, vous allez donc recevoir un petit mail avec une enquête. N'hésitez pas à nous contacter et la présentation sera disponible ainsi que des documents sur les utilitaires Blueprint chez Microsoft, Template chez Microsoft, et puis CloudFormation pour voilà, vous aurez des documents là sur les modèles et les packs de conformité, hein. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie et ben, vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je pense que c'est un peu le sens de l'histoire, hein, ce qu'on vous a montré. Donc retenez bien, mise en place de règles, voilà, modèle et règles, et à partir de là, la compliance, ça devrait être quelque chose que vous pourriez faire de manière beaucoup plus efficace et à moindre coût par rapport à ce qui est de la conformité sur des data centers traditionnels. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir à tous.